Dans la seconde partie du XXe siècle, la Croix-Rouge internationale et l'Union internationale de secours aux enfants ont étayé des théories de placement d'enfants à partir de l'observation des problèmes survenus pendant et après la période des guerres modernes en Europe et plus particulièrement liés à la dispersion des familles. Entre les deux guerres, la théorie fait place à la pratique et c'est ainsi que le programme d'évacuation des enfants dans des structures collectives loin des villes, susceptibles de devenir un jour des cibles militaires, s'applique dans toute l'Europe dès le temps de paix. Dès 1938 à 1948, cette simulation grandeur nature de la planification dite en cas de guerre se concrétise notamment par la multiplication des mouvements de jeunesse. Les colonies de vacances ou bien encore les voyages de découverte à l'étranger sont des exemples parmi tant d'autres à l'éparpillement voulu des populations d'enfants non accompagnés de leurs parents. Je cite: « Il y a déjà assez longtemps que nous projetions de concert avec l'Union d'organiser un échange d'enfants pendant les vacances d'été avec les autres pays balkaniques. Nous envisagions cette mesure comme une expansion naturelle de notre champ d'activité. Ces avantages sont si évidents qu'on nous permettra de ne pas les énumérer. Nous nous bornerons simplement à relater nos impressions sur le premier échange d'enfants qui eut lieu l'été dernier, sur une très petite échelle, entre la Yougoslavie et la Grèce. Les autres pays balkaniques préfèrent attendre pour procéder à cet échange, d'en avoir discuté de vive voix les modalités au deuxième congrès balkanique pour la protection de l'enfant à Belgrade. » Fin de citation. En plus des zones de sécurité regroupant des enfants dans les structures isolées loin des villes, et ce afin de les tenir distants des effets d'une nouvelle guerre éventuelle, et aussi dans un souci de renforcer davantage le maillage de la protection de l'enfant sur tous les territoires menacés, les organisations internationales réfléchissent également à la possibilité de placer des enfants dans des familles d'accueil. Ces structures individuelles augmenteraient la qualité de prise en charge des enfants devenus orphelins et permettraient à la fois le désengorgement des centres d'accueil qui seront inévitablement assaillis en cas de conflit, ainsi qu'une meilleure répartition des financements publics. Malgré tous ces nombreux avantages, le placement familial d'enfants orphelins rencontre quelques réserves de la part de certains experts de la protection de l'enfance qui semblent vouloir replacer à forte raison la nature de la victime au milieu de tous ces discours technocratiques. Marion Guttmann écrit « Chaque enfant apporte en lui, de sa patrie, son credo et son code de vie qui lui ont été inculqués par des parents qui n'avaient jamais pensé qu'un jour viendrait où ce qu'ils apprenaient à leurs enfants serait scruté par d'autres parents ayant des conceptions différentes. Les parents adoptifs ne devraient pas essayer de transformer ces enfants qui leur sont simplement prêtés. Le tenter serait manquer de parole à l'égard des parents demeurés de l'autre côté des mers et ce serait en outre imposer à l'enfant le fardeau d'une double allégeance. Aucun enfant ne vivra réellement dans un état d'esprit paisible s'il n'a pas l'assurance que ceux qui le reçoivent chez eux respectent ce qu'ils considèrent comme important et bon. On ne doit pas demander à l'enfant de choisir entre ses véritables parents et ses parents adoptifs. Qu'il puisse, s'il le désire, parler de sa maison, de son chien, de son école, de la plage où il passait ses vacances. Il ne peut pas, à l'allure d'un bateau qui passe, oublier les choses qui ont formé depuis longtemps l'essentiel de sa vie quotidienne. Il faut lui donner la conviction que sa nouvelle vie est une suite de l'ancienne et qu'il ne rompt pas avec elle. Ce n'est que si ce passé et tout ce qui le rattache est traité délicatement et respectueusement que l'enfant prendra facilement de nouvelles habitudes et acceptera avec plaisir de nouveaux intérêts. Si l'on pouvait toujours le dépister, l'ennui, le mal du pays ou bien de la maison, ce serait un problème relativement facile à résoudre. Mais il revêt des formes étranges et paraît à de curieux moments.
Il peut surgir quand l'enfant semble si heureux que les adultes qui l'entourent s'étonnent précisément de constater « Oh, comme un enfant peut oublier si vite !» En réalité, ce qui touche à la maison lui demeure très sensible. La manchette d'un journal peut le remplir de terreur. Au milieu de sa joie, jeter la pensée qu'il ne la reverra jamais, jamais, et le bouleverser. Il est torturé par un rapide sentiment de culpabilité à l'idée qu'il puisse, lui, s'amuser alors que ses parents sont en danger. Fin de citation. La remarque de la pédopsychiatre fait en effet écho à l'une des plus grandes préoccupations de la protection de l'enfance en temps de guerre, c'est-à-dire rendre à l'enfant la famille qu'il a perdue de vue pendant la période de dispersion qu'est la guerre moderne. La Convention de 1949, visant à faire appliquer aux États signataires des consignes de recensement de la population, montre que la protection de l'enfance internationale cherche encore à cette époque à mettre l'accent sur la préservation des liens familiaux plutôt qu'à songer à l'adoption. Je cite, « Il est nécessaire, comme l'a montré le Second conflit mondial, de mettre au point une société d'identification non seulement des combattants, mais encore des personnes civiles et surtout des enfants. À l'époque de l'aviation, de l'arme atomique et d'opérations massives qui mettent en jeu le sort des populations, une fraction considérable des habitants d'un pays peut se trouver affectée directement par les événements de guerre et leurs suites. Pour tenir compte de cette situation, la conférence diplomatique de Genève a adopté les dispositions importantes pour la protection des civils en temps de guerre qui figurent dans la 4e Convention de Genève du 12 août 1949. L'article 50 de cette 4e Convention prévoit, outre les mesures de sécurité en faveur des enfants de moins de 12 ans, le port de plaques d'identité. Fin de citation. Il faudra néanmoins attendre les années 50 pour qu'un premier projet d'identification des membres de la famille voie le jour. Le Comité international de la Croix-Rouge expose dans sa revue, publiée en 1955, le projet d'identification des enfants. George Streimer rappelle que ce dernier découle d'un état des lieux des familles effectué après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je cite, « Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des millions d'êtres humains furent dispersés sans égard à leur âge, à leur sexe, à leur état de santé ou à leur statut militaire ou civil, à leur nationalité, tels des dés à jouer. Et l'on peut dire avec certitude qu'il en serait de même au cours d'éventuelles guerres futures. L'étendue même de telles calamités démontre la nécessité urgente qu'il y a d'établir une réglementation internationale uniforme du système d'identification, tout au moins au sein d'un même groupe de peuples, la diversité des moyens préconisés compliquant la coopération internationale. Au cours de ce travail de standardisation, il ne doit pas être fait de différence entre militaires et civils, entre enfants et adultes. La standardisation des moyens d'identification sur le plan international est une condition fondamentale si l'on veut résoudre de manière efficace les problèmes posés par la mise en œuvre de certaines mesures de protection, comme la transfusion sanguine, protection contre les rayonnements, protection des enfants notamment. Seule une méthode d'identification internationale dûment reconnue obtiendra l'approbation de toutes les parties et permettra de parvenir au but recherché. Un système d'identification uniforme sur le plan international n'implique nullement l'organisation d'un fichier dépassant le cadre national. Les fichiers seront, comme de coutume, organisés sur des bases nationales, mais il faudra avoir la possibilité de déposer le double ou les copies de ces fichiers nationaux en territoire neutre ou dans des zones de sécurité. Fin de citation. La restitution des familles après la Seconde Guerre mondiale devient l'enjeu principal de la protection de l'enfance. C'est pourquoi la Convention diplomatique de 1949, qui est devenue une antenne juridique entre les administrations nationales et les organismes locaux de la protection de l'enfance, aura désormais pour but de préserver l'identité des enfants en temps de guerre, qui plus est face à un nouveau constat, celui du nombre massif d'enfants apatrides. Un article du bulletin de l'Union internationale de secours aux enfants
traite du problème des enfants apatrides dès 1946. Guido Poulain, expert en droit international et membre de la commission de l'Union, y présente une définition de ce qu'est l'apatridie. Je cite: « L'apatride est dépourvu de protection et il ne peut avoir un passeport national lui permettant de se déplacer d'un pays à l'autre. Souvent même, il ne peut se déplacer à l'intérieur d'un même pays. Il vit le plus souvent sous un régime de tolérance et peut être expulsé par des mesures administratives ou des décisions judiciaires. La plupart du temps, il n'a pas le droit de travailler et n'a donc pas la possibilité de gagner sa vie. Parfois, il ne peut se marier, divorcer, conclure des contrats, acquérir et posséder des biens. La situation des enfants apatrides doit cependant faire l'objet d'une étude toute particulière. Il est en effet navrant de penser que de jeunes êtres innocents doivent supporter les conséquences des fautes de la société et qu'ils porteront pendant toute leur vie une tâche, les reléguant dans un état constant d'infériorité. L'apatridie des enfants provient de la perte de la nationalité. Les causes générales de la perte de la nationalité peuvent se résumer comme suit. 1. Conflit des lois. 2. Changement de souveraineté. 3. Acte unilatéral de la personne en question par une déclaration sous certaines conditions. 4. Dénaturalisation ou dénationalisation individuelle par un acte unilatéral de l'État. 5. Dénationalisation collective, qui est un fait nouveau dans l'histoire. » Fin de citation. L'expert expose ainsi le nouvel enjeu de la protection de l'enfance en cas de guerre, c'est-à-dire pousser les États à réformer leur système d'état civil afin de pouvoir accueillir plus facilement sur leur territoire les enfants sans papier. Et pour argumenter son propos, il évoque les problèmes insolubles que rencontre le Japon suite au bombardement de son territoire, qui a produit des hordes d'enfants vagabonds. Selon lui, les autorités japonaises ainsi que les organismes privés sont complètement dépassés par le phénomène. Le cas du Japon est présenté comme étant pire que celui de l'Allemagne, où des enfants avaient pourtant dû changer d'identité pour être sauvés, et ont malgré tout, pour certains d'entre eux, retrouvé des traces de leur famille allemande grâce au système préalable des recensements de population. L'apatridie en masse d'enfants est perçue par les organismes internationaux comme une faiblesse des administrations. En effet, si le programme d'identification de ces enfants avait pu être appliqué dans ces pays d'Asie comme en Europe, et ce dès le temps de paix, les choses seraient restées anecdotiques. Sans cela, le fardeau de secourir les enfants vagabonds vient largement déborder les seules compétences des travailleurs sociaux. Je cite: « Un grand nombre d'enfants ont perdu, par suite de la guerre, leurs parents ou leur soutien. Sans foyer, ils vagabondent par les villes. Des orphelins en provenance des régions du Sud, ainsi que de la Chine, de la Mandchourie et de la Corée, sont venus grossir leur bande. Dans les grands centres tels que Tokyo et Osaka, la situation est devenue si critique que le gouvernement s'est efforcé de trouver le moyen d'assurer leur protection. Dans ce but, il s'est créé un peu partout dans le pays des comités spéciaux de protection de l'enfance. Ces comités sont composés de fonctionnaires de la police, de membres du conseil municipal et du conseil départemental, de personnes s'occupant d'institutions de la jeunesse ainsi que de travailleurs sociaux et parfois un membre ou deux du personnel local du ministère des Communications. La façon de procéder pour mettre la main sur ces petits vagabonds dépend du rapport de la police, des chefs de gare et des informations des gens de la localité. Souvent, dans les grandes villes, on opère une rafle massive avec le concours de la police et d'assistants sociaux. Les enfants rassemblés de cette façon sont d'ordinaire réunis dans un bâtiment central. Après les avoir désinsectisés au DTT, on leur fait prendre un bain et on leur donne des vêtements propres. On s'efforce ensuite de rechercher leurs parents afin de les leur rendre. Les enfants sans parents sont envoyés dans un bureau spécial
où ils sont soumis à un examen physique et mental approfondi, permettant de se rendre compte s'il convient de les confier à un orphelinat, une famille, un centre médico-pédagogique, une maison de correction ou un hôpital. Dans les établissements, les enfants sont répartis selon leur âge. Pendant plusieurs mois, on s'efforce de leur donner des habitudes de vie régulières, tâches qui demandent beaucoup de tact et de sympathie, car ces enfants, habitués à une vie libre et paresseuse, ont beaucoup de peine à s'adapter à une existence disciplinée. On essaye également de leur inculquer certains principes moraux. Plus tard, quelques-uns de ces enfants sont autorisés à fréquenter l'école. Fin de citation. En comparaison avec le Japon, la Belgique fait figure de bon élève puisque dès 1939, l'administration applique l'identification de tous les enfants présents sur son territoire et est donc en mesure de reconstruire ces familles après la guerre. Je cite. Un arrêté royal du 14 octobre 1939 a rendu obligatoire le port par tous les enfants de moins de 15 ans, belges ou étrangers, d'une pièce d'identité. Cette pièce doit consister en une plaque de 5 à 6 cm de côté, en carton ou en toute autre matière résistante, susceptible de recevoir sur une face l'inscription des noms, prénoms, date de naissance, nationalité et commune de résidence de l'enfant. L'autre face devant être réservée à l'apposition par les soins de l'administration communale au moyen du timbre humide de toute mention jugée nécessaire. La pièce d'identité ainsi constituée sera enfermée dans une pochette en tissu ou enveloppe en matière souple à suspendre au cou de l'enfant sous les vêtements au moyen d'un ruban ou cordon solide. Fin de citation. Cette même précaution est également observable en Grande-Bretagne au début de la Seconde Guerre mondiale, bien que l'enregistrement préalable des enfants dans les écoles ait été au départ boudé par les parents. La réalité effective de la guerre a finalement précipité leur décision. Je cite. Le gouvernement britannique, prévoyant que la guerre et notamment les attaques aériennes pourraient prendre plus d'intensité avec la belle saison, a préparé dès le mois de février un second projet d'évacuation. On a demandé aux parents d'inscrire les enfants qu'ils désiraient voir mettre à l'abri en cas de bombardement. Les parents devaient s'engager à les laisser partir lorsque l'évacuation serait ordonnée et à ne pas les faire revenir avant que le retour de toute l'école soit prévu. Car ce deuxième projet ne concerne que les écoliers. Chaque jour, 30 trains de 800 passagers emmenaient leur cargaison d'enfants, groupés par école et accompagnés d'institutrices et de surveillantes, à raison d'une pour 15 enfants. En même temps, une dizaine de milliers de petits londoniens restés dans le Sussex et le Kent depuis l'automne étaient transférés dans le pays de Galles, moins exposés aux attaques ennemies. Fin de citation. L'identification des enfants en cas de guerre s'avère être une sécurité pour la plupart des familles européennes qui craignent d'être séparées à tout jamais de leurs enfants par des bombardements. La reconstitution des familles parachève tout un ensemble de mesures prises à partir du traité de Versailles en 1919. Rappelons ici rapidement les événements clés qui ont permis d'y aboutir. Conférence de 1921. La protection de l'enfance protège sa neutralité en Suisse. Déclaration des droits de l'enfant en 1923. Convention de 1938 permettant la mise en place des zones de sécurité pour les enfants. Et enfin, la Convention de 1949 qui permet l'identification des enfants. Au regard de ce long parcours du droit international au sujet de la protection de l'enfance en temps de guerre, on peut toutefois se demander s'il n'y a pas eu quelques obstacles qui n'ont pas été forcément explicités dans les publications de la Croix-Rouge, ni dans celles de l'Union internationale de secours aux enfants. Pendant la guerre, la neutralité a-t-elle vraiment été respectée dans toutes les zones de sécurité pour les enfants ?